quand même. Voilà, la part du Bon, allez. je te tiens la caméra. Bon, bah tu me passes la caméra après. Ouais. T'as le tout attaché, toujours, c'est bon. Alors, tiens, tu me rallumes le truc, là, avant. Voilà. Voilà. Attends, viens, parce que elle est trop... Voilà, là, tu verras mieux comme ça. Voilà, tu l'éteins. Merde, hein. Mais là, j'ajuste. Ça marche plus. Ça marche plus. Ah merde, ça marche plus, oui. Comme ça. Il y a un peu contact, tu vois. C'est pas solide. C'est bon. Matériel, C'est du matériel de récupération, quoi. carcassonné. Ouais, si t'as pas de si t'as pas de langue, quoi. Tu vas caméra tourner. Je bloque là, tu vois. Alors tu vois, il est là. Il n'y a qu'une seule solution. La tête est la première. Mais pour ça, il faut pas être claustro, quoi. La tête la première, t'es sûr? Ah oui, sûr. Moi, je pensais il faut y aller la tête la première et puis ramper. Il faut vraiment avoir confiance dans ce qu'on fait. Mais... Tout à fait. Il faut avoir le mental pour le faire. La fièvre de l'or remonte à Rennes-le-Château dans l'Aude. L'église, dont le célèbre abbé Saunière fut curé, accueille ces jours-ci une fois de plus une équipe de chercheurs. Ceux-ci sont américains, appointés par la fondation américaine John Merrill. Depuis dimanche, ils promènent leurs appareils le long de l'allée centrale de l'église. Ils cherchent à préciser des anomalies du sous-sol déjà relevées. Ils ont amené avec eux cette fois de nouveaux appareils à ultrasons qui doivent permettre de mieux préciser la nature des interruptions enregistrées. Avec lui, nous pouvons pénétrer l'épaisseur du mystère. C'est un guide légitime. Son aïeul carillonneur a vu un peu et raconté beaucoup. Alors ici, nous sommes dans le salon de l'abbé Saunière, donc, qui était meublé à l'époque, comme j'ai connu moi, Napoléon III. Alors par cet escalier, là, nous avons accès aux deux chambres principales de la villa. Donc il y avait sur la gauche une chambre très luxueusement meublée à l'époque avec lit à baldaquin. Alors vous avez ici le texte de la tombe de la marquise de Blanchefort. Donc ce texte présente des anomalies. Vous avez un T à la place d'un I. Vous avez ici un E qui est tout petit par rapport au mot noble. Le M de Marie est placé curieusement scindé avec Harry à la ligne, et ainsi de suite. On obtient, dans l'ordre suivant, le M, le O, le R, qui nous donne le mot mortépé. Donc sur cette tombe, on nous a laissé le nom du code, et mieux que le nom, puisque c'est aussi une clé
qui permet le décodage par colonne. Et avec ça, vous avez décodé des parchemins. Et avec ça, nous avons décodé des parchemins. La grande diva de l'époque, Emma Calvé, serait venue, dit-on, de son château de Cabrières à Rennes-le-Château. Ce que Saunière venait chercher la nuit dans ce cimetière, allez le savoir. Il cherchait un message, il cherchait une indication. Est-ce qu'il cherchait un trésor peut-être qui était enterré dans une tombe? Toujours est-il qu'effectivement, ces paroissiens vont le surprendre, la nuit, en compagnie de Marie Desnarnaud, en train de profaner systématiquement toutes les tombes du cimetière. Il va toutes les retourner. Depuis des années, les chercheurs demandent en vain à consulter ce fameux dossier. Le diocèse de Carcassonne a finalement accepté de nous le montrer. C'est une copie. L'original est au Vatican. L'abbé reçoit beaucoup d'argent pour célébrer des messes. Mais dans son registre, dès qu'il s'agit de faire les comptes, il a mauvaise mémoire. L'évêque l'accuse alors de détourner des fonds. L'on pense qu'il recevait de ses familles de l'extérieur du département, et on lui avait interdit de le faire dès le début de son arrivée à Rennes. Il recevait de ses familles des offrandes de messe qu'il aurait dû célébrer. Il en recevait plus que ce qu'il pouvait célébrer. Lui-même a toujours nié avoir détourné des messes. Mais c'est certainement une possible, non pas la seule, mais peut-être une possible explication de ces entrées de fonds. Des rois visigoths à Blanchefort. Et cette histoire-là, cette légende-là, elle est confortée par une histoire qui passe devant les tribunaux. Pendant la Révolution, ou juste après, j'ai plus la date exacte en tête, il y a une bergère qui monte garder ses moutons du côté de Blanchefort, cette montagne qui est juste derrière nous, là. Et elle voit le diable qui était en train de compter ses 19 millions en pièces d'or. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont chercher un sorcier à Limoux, moyennant finance bien sûr, pour qu'il se batte contre le diable pour récupérer ce fameux trésor. Il y a un carrelage. Ce carrelage, bon, il y a 64 cases, hein, c'est un peu comme un damier. Et notamment, on a pu remarquer qu'ici, sur ce carrelage-ci, vous avez un fond noir partout, un centre noir. Or ici, il y a un petit point rouge. Donc il est clair que Saunière a mis ça pour quelque chose. C'est pas parce qu'il a manqué de carreaux, c'est logique, hein, c'est qu'il a voulu laisser une indication. En 1972, un chercheur de la première heure, Jean Pellet, informe Gérard de Sède de la présence d'un tombeau énigmatique sur le lieu dit des Pontils. Ensemble, ils vont signer un article la même année dans le Grand Albert. La question se pose dès lors du lien entre ce tombeau et celui qui apparaît dans la peinture de Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie. Et l'on peut constater une ressemblance frappante entre ces deux tombeaux. Vous avez là, comme un peu partout dans le domaine, des traces des fouilleurs de la catégorie chercheurs, fouilleurs et casseurs. Un trou dans le sol d'1 mètre cube juste à côté de l'entrée de l'église. C'est ce que les habitants de Rennes-le-Château ont pu découvrir samedi matin. 3 jours après, la cavité n'est toujours pas rebouchée. Une attraction de plus pour les quelques touristes du jour. C'est l'aura un petit peu de mystère, quoi. Voilà, toutes les légendes des trésors enfouis. Mais voilà, quelqu'un l'a pris, donc on va repartir. Au Sœur Bayrou, que j'ai sur papier, j'ai tout sur papier, ça. C'est pas des racontables. Et je vous dis que j'ai livré le secret, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Parce qu'on a cru que pendant un certain temps, tout ce qui entourait cet endroit protégeait. Alors il y a eu un dépôt templier que je n'ai jamais trouvé, il existe, mais je n'ai jamais trouvé. Il y a un dépôt saut-pêcheur, je sais à peu près où il est, mais je ne l'ai jamais bien cherché. Et puis il y a le gros dépôt qui est fermé dans une galerie avec une précision mathématique. Et là, c'est énorme. D'après ce que m'ont dit les Israéliens, ça correspondrait à 400 ans de pillage des Visigoths. Et notre curé retourne dans sa paroisse à Rennes-le-Château. Et il ne va pas revenir les mains vides.
puisqu'il va revenir avec un don de 3000 francs or fait par la comtesse de Chambord. Alors, c'est le premier mystère de l'histoire, ou de l'affaire plutôt, puisque qu'est-ce que vient faire cette comtesse de Chambord en relation avec Béranger Saunière? Eh bien, certains pensent que la comtesse de Chambord savait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à récupérer sous cette église, et ça serait la raison pour laquelle elle serait rentrée en contact avec le curé qui occupait la paroisse, et à ce moment-là, c'est tombé sur notre ami Béranger. C'est l'histoire d'un prêtre de 33 ans, Béranger Saunière, assez bien de sa personne, avec en plus une gueule d'aventurier et un tempérament d'aventurier, qui arrive à Rennes-le-Château sans un sou. Il arrive sans un sou parce qu'il a été privé de son traitement pour des raisons politiques. Ça, c'est important pour la suite de l'affaire. Il trouve dans son église, 6 ans après, un petit trésor, des bijoux visigoths d'une part, un calice du XIIIe siècle, un petit magot en monnaie ancienne. Il les distribue autour de lui à 3 personnes. Je les ai vus. Donc, s'il a trouvé un trésor qui, de toute façon, ne peut rien expliquer, n'en parlons plus parce qu'il a déjà distribué. Et là, il a un traduit et fastueux. alors, en 91, il fait donc cette découverte en 91, et aussi il découvre des manuscrits. Et entre 91, la date de cette découverte, et 1917, la date de sa mort, il a dépensé, livre de compte en main, exactement l'équivalent de 23 millions de francs actuels. D'aujourd'hui. Hein. Ceci en 88, il faut compter l'inflation en plus. Moi, je pense que Saunière était un homme génial. Certains chercheurs ont dit que c'était un imbécile. Je ne suis pas du tout d'accord. C'était quelqu'un d'intelligent, de très instruit. Et tout en étant totalement isolé, il a ramené à lui des sources de financement énormes et de tous côtés. Donc, je trouve que sur le plan intellectuel, c'était très certainement quelqu'un de remarquable. Le curé découvre des manuscrits, il les apporte à Paris, sur le conseil d'un confrère, et il les apporte à Paris. Et à partir du jour, à Paris, on ne sait pas comment, du jour au lendemain, il se met à fréquenter les milieux occultistes de l'époque, c'était très à la mode, et en particulier la Calas de l'époque, une très belle cantatrice, Emma Calvé, portrait, n'est-ce pas, bon, très très belle, très riche, et qui devient sa maître. Pour moi, l'hypothèse la plus crédible de la fortune de la Bessonnière, c'est la découverte d'un dépôt souterrain, et pas loin du village. Mais c'était un secret de polichinelle. Hein. Ce dépôt souterrain, il a été plusieurs fois divulgué à demi-mot par les anciens de Rennes-le-Château. Et c'est en 1422 que les Hautpoul, qui avaient eux aussi été dépossédés de leur terre du Tarn à Mazamet par Simon de Montfort, les Hautpoul sont venus ici s'installer à Rennes en 1422. Ils y sont restés jusque fin 18e siècle. La dernière héritière, c'est Marie de Nègre d'Able, dont la tombe est au cœur de l'histoire des mystères de l'eau. Dynastique des Habsbourg, du Vatican, qui sous un pape coïncidait, sous l'autre ne coïncidait pas. Les rosaires de fortune et les périodes fastes de Saunière coïncident avec les changements d'évêques à Carcassonne, les changements de pape. Nous avons des Américains, Nord-Américains, des Canadiens. Qui cherchent à déchiffrer? Qui cherchent aussi à déchiffrer. Il y a des chercheurs chez eux aussi. Ils pensent que l'Église est un jeu de piste et que Saunière a laissé beaucoup d'éléments qui permettraient d'avancer dans la recherche d'un éventuel trésor. Que ces éléments se trouvent dans l'Église. Chemin de croix, les peintures, pas mal de choses que Saunière avait. L'histoire, les Hautpoul, ils existent dans le Tarn depuis l'an 936 et sur leurs armoiries, ils ont un blason avec entre autres l'étoile de David qui figure sur la tête de lit de dire qu'il y avait un souterrain entre Rennes-le-Château et Coustoussan. Donc c'est un souterrain qui descendait dans la vallée et qui passait, disait-on, sous la rivière à la Salse et qui débouchait après dans le château de Coustoussan. Nothing is as simple as it seems. Consider again this parchment. Would you imagine that this document, apart from its schoolboy code, also conceals, in fact is built upon, a complex geometrical design? It is based on this and a few crosses. What does it mean
The answer to that question, and to many more, lies lost and sleeping on that mountain. Présente un intérêt dynastique à la fois pour les Habsbourg et pour le Vatican. Car un des mystères, c'est les visites prouvées des Habsbourg à Bérenger-Saunière et l'intérêt que le Vatican a porté à l'affaire. Donc j'ai mangé mon repas et puis il y avait le petit bonhomme qui était Henri Bution qui trottinait autour de moi. Et comme j'avais le petit rouge, il m'a dit « Ah oui, vous vous intéressez à Rennes-le-Château ?» Je dis « Oui, c'est une... » Alors il n'en pouvait plus, quoi, donc il s'est assis, je peux me permettre, il s'est assis à côté de moi, en face de moi. Et puis, de midi et demi, 13h, j'en suis sorti à 17h30, 18h, complètement couperosé, parce qu'il n'arrêtait pas de resservir, et puis après il y avait la petite prune, et puis il y avait plein de trucs. Et puis il me racontait des histoires absolument fabuleuses, il y avait des ovnis, il y avait des néphilim, il y avait Blanche de Castille, il y avait plein de trucs. Et je me suis dit, ça, Rennes-le-Château, vraiment, ça c'est mon truc. Vous avez creusé des trous, vous, ici? Ah oui, énormément. Je pense que nous aurions pu fonder la compagnie métropolitaine de Rennes-le-Château. De creuseurs de trous de Rennes-le-Château? Oui, nous avons fait tout un réseau de souterrains dans lequel on pourrait... Je pense très facilement au moins incorporer 2 stations de métro. Alors, je suis reparti, c'était une époque où il n'y avait pas de contrôle d'alcoolémie, il n'y avait pas de contrôle de vitesse, enfin bon, je me suis traîné jusque Lavelanet, et je me suis dit, j'y reviendrai. Et encore une fois, j'avais rien vu du tout, hein. Le beau paysage, l'église, rien du tout. Et je raconte ce témoignage parce que en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est complètement à cause de ça. Station 6. Veronica wipes the face of Jesus. We must examine the separate components of this picture and define them in precise, though simple terms. First, the soldier holds his shield on high. We can define this element simply as high shield, haut bouclier. The shield partially obscures a tower. We can see half of it. Half tower, demi-tour. Simon of Cyrene is watching. Simon regarde. Veronica with the cloth. Veronica au lin. These will suffice to show the precision of Saunier's cryptic language. In this station he is playing with words. High shield, haut bouclier. But we're also saying haut bouclier. Demi-tour, half a tower, also means a half turn. Simon regarde also says Sim on regarde. Veronica au lin also says vers au ni kaolin. What is the message? Au bouclier, at the end of the enclosure, demi-tour, make a half turn, vers au nid, towards the high nest. Is this Cardoux, the eagle's nest? Yes, Cardoux is a china clay hill. Kaolin, kaolin. Sim on regarde, the crest one is looking at. So, Station 6 tells us to go to the bottom of the enclosure, make a half turn towards Cardoux, and the crest we can then see, crowned with the ruins of the Château of Blanchefort. That is the relevant thing. Where do we go from there? Donc ici, tout ce qui est l'ordre du Temple et son trésor, les croisades, Rennes-le-Château, les années 80. Ici, tu as les années 60, 70, 2000, 2004, 2005, toujours sur Rennes-le-Château. Ça fait 800 ouvrages sur Rennes-le-Château, plus 100 à 200 de plus si tu comptes les ouvrages qui ne font que mentionner Rennes-le-Château. Ça fait à peu près plus de 900 volumes. Le ciel est bas, lourd, comme pour une sorte d'adieu que Bérenger-Saunière semble pressentir. Il embrasse du regard l'œuvre accomplie. Il se revoit presque 33 ans en arrière, avec ses élans généreux, son ardeur apostolique. Tout un passé de lutte, de joie,
de peine affluent à sa mémoire. Après avoir reçu les derniers sacrements, in articulo mortis, l'abbé Saunière s'éteindra doucement, réconcilié avec lui-même et avec Dieu, en ce 22 janvier 1917. On a l'assurance d'être juste sur le papier à 99,999%, mais nous ne sommes jamais allés plus loin.